Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Françoise Guénette et je vous souhaite la bienvenue à vous tous et toutes qui assistez en direct en ce moment à cette finale du concours d'éloquence Délie ta langue. Et déjà, j'ai une très bonne nouvelle. On apprenait ce matin que plus de 700 personnes s'étaient inscrites il y a déjà plusieurs heures pour assister comme vous virtuellement à cet événement. Des gens de 3 continents, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'une douzaine de pays, bien sûr de France, du Canada, de Belgique, mais aussi d'Italie, de Turquie, du Maroc, de Côte d'Ivoire. Alors, merci, bravo, bienvenue à vous tous, francophones et francophiles de tout pays. Alors, ce concours d'éloquence est organisé par le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie de l'Université de Montréal. Et j'en profite pour saluer la directrice de ce bureau, vice-rectrice associée à la langue française de l'Université, Madame Monique Cormier. Cette année, nous accueillons de plus avec un grand plaisir une université partenaire, l'Université du Québec à Rimouski. Si le concours Délie ta langue a lieu, c'est notamment grâce à la contribution financière de l'Office québécois de la langue française, grâce à son programme Le français au cœur de nos ambitions. Et nos premiers invités ont vraiment cela en commun, une vision ambitieuse de la langue française, langue de culture, langue d'avenir et langue commune des Québécois et des Québécoises. Alors nous entendrons d'abord, et je l'invite à s'adresser à vous, Monsieur Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre de la Justice et ministre responsable de la langue française, Monsieur le recteur de l'Université du Québec à Rimouski, Mesdames et Messieurs, membres du jury, chers finalistes et distingués invités, bonsoir et bienvenue à la finale de la 3e édition du concours d'éloquence Délie ta langue. C'est la langue de mon cœur et le cœur de ma vie, chantait Michel Rivard. C'est ma patrie, disait Albert Camus. C'est une langue belle avec des mots superbes, ajoutait Yves Dutheil. Notre langue n'est pas que belle, elle peut être aussi redoutablement efficace. Nous l'entendrons ce soir avec grand plaisir dans la diversité de ses expressions et dans toute sa force de persuasion. Nous avons avec nous 10 étudiants et étudiantes qui ont relevé le défi de parler en public et de le faire avec panache. C'est quelque chose que l'on doit saluer. Présenter clairement ses idées et savoir convaincre un auditoire sont des compétences aussi utiles que recherchées, et c'est un professeur de droit qui vous le dit. Vous êtes plusieurs centaines de personnes à nous regarder et à voir l'intérêt que ce concours suscite auprès de la population étudiante, on peut croire que l'éloquence a le vent dans les voiles. Nous avons même parmi nos finalistes, un étudiant de l'Université du Québec à Rimouski. J'en profite pour inviter les autres universités à faire comme l'UQAR et à devenir partenaire de la prochaine édition du concours. Autre signe de l'intérêt que l'on porte à cette joute oratoire est la présence en virtuel avec nous de 2 ministres, Mme Danielle Mécan et M. Simon Jolin-Barrette. Cela démontre l'importance que l'on accorde à la valorisation du français, une langue qui est source de fierté et qui s'inscrit dans l'ADN du Québec et dans celui de l'Université de Montréal. Je remercie en terminant l'Office québécois de la langue française, sans qui ce concours ne pourrait avoir lieu, ainsi que les commanditaires des prix qui seront accordés ce soir, Druide Informatique, TD Assurance et l'ACFAS. Je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable soirée. Merci, M. Jutras. Accueillons maintenant M. François Deschênes, recteur de l'Université du Québec à Rimouski. Madame Danielle Mécan, ministre de l'Enseignement supérieur, M. Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la langue française, M. Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal, membres du jury, participantes et participants, distingués invités. À titre de recteur de l'UQAR et au nom des membres de sa direction, c'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de prendre part à cet événement unique célébrant la langue française. Je tiens à préciser que j'aurais aimé être parmi vous en personne si les circonstances ne m'en avaient empêché. Je profite tout d'abord de l'occasion pour féliciter celles et ceux qui ont contribué à la préparation de ce concours et plus particulièrement le Bureau de la valorisation de la langue française et de la francophonie de l'Université de Montréal. Je tiens à remercier l'Université de Montréal de s'être tournée vers nous comme partenaire de sa 3e édition. L'UQAR est particulièrement fier d'être la première université invitée à y prendre part. Je tiens d'ailleurs au passage à remercier Camille Deslauriers, professeure en lettres,
et Martin Maltais, professeur en sciences de l'éducation, d'avoir saisi cette opportunité de collaboration qui contribue à intensifier les liens avec l'Université de Montréal. Je salue également et tout particulièrement l'implication des étudiantes et des étudiants dans ce cheminement qui, je n'en doute pas, leur a fourni l'occasion de perfectionner leur habileté oratoire, mais également de tisser des liens avec des collègues de différents horizons et disciplines dans ce contexte inhabituel. Ce concours prouve que l'amour de la langue française et le désir de la porter à son plus haut niveau sont bien vivants au sein de nos établissements et transcendent les disciplines. À l'heure des transformations rapides de nos sociétés, la prise de parole dans l'espace public prend tout son sens. Savoir articuler sa pensée et la transmettre avec justesse est un atout indispensable pour alimenter le dialogue et participer pleinement au débat public. L'ouverture aux nouvelles idées passe avant tout par la capacité à les exprimer. Et il ne fait aucun doute que l'espace proposé ici aux étudiantes et aux étudiants contribue à enrichir l'éloquence dont ils auront besoin pour agir dans le monde qu'ils veulent construire. En tant qu'université francophone, nous partageons la responsabilité de faire rayonner la langue française au-delà de nos murs, que ce soit à travers les départements et facultés qui s'y consacrent, mais aussi plus largement en saisissant les occasions variées d'entretenir la curiosité, l'envie d'apprendre et le désir de s'exprimer avec qualité. À ce titre, nous ne pouvons que souhaiter que le présent partenariat continue sur sa lancée. En terminant, je souhaite féliciter les participantes et participants qui présentent aujourd'hui le fruit du travail accompli durant les derniers mois. Leur engagement dans cette démarche est à souligner avec la plus grande admiration. Bon succès à tous et à toutes. Merci, M. Deschênes. Nous recevons maintenant M. Simon Jolin Barrette, bien sûr, ministre de la Justice du Québec et ministre responsable de la langue française. M. Jolin Barrette, c'est à vous. Bonjour, bonjour. Madame Danielle Mécan, ministre de l'Enseignement supérieur. Maître Juliette Champagne, sous-ministre associée chargée du secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française. Madame Ginette Galarneau, présidente directrice générale de l'Office québécois de la langue française. M. Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal. M. François Deschênes, recteur de l'Université du Québec à Rimouski. Madame Monique Carrier, vice-rectrice associée à la langue française et à la francophonie. Distingués invités. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous pour la finale du concours d'éloquence Délit ta langue. Je tiens à remercier le comité organisateur de l'invitation. Cet événement est l'occasion de souligner une fois de plus l'importance de la langue française et d'en faire valoir toute la beauté. Depuis plus de 400 ans, c'est en français que nous nous exprimons. C'est en français que nous nous affirmons en tant que nation. La langue française est notre langue commune, un point d'ancrage sur lequel toutes les Québécoises et tous les Québécois s'appuient et autour duquel ils s'unissent. Elle permet à notre culture de s'exprimer et de s'épanouir. Elle réitère notre réalité et notre identité collective en tant que seule nation francophone en Amérique du Nord. La langue française constitue l'un des fondements, peut-être même le plus important, du caractère distinct du Québec. Le français nous relie à plus de 300 millions de locuteurs dans le monde, répartis sur les 5 continents. Le Québec est d'ailleurs un joueur actif dans cette grande communauté linguistique où notre expertise est reconnue en matière de règles et d'outils pour faire la promotion de la langue française et en assurer sa pérennité. Notre gouvernement est déterminé à poursuivre ce travail et à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection, la valorisation et la promotion de la langue française au Québec. Nous ne ménagerons aucun effort. Nous y sommes engagés. Nous avons l'intention de modifier la loi 101, un jalon incontournable de l'affirmation identitaire du Québec, afin de renforcer plusieurs de ses dispositions et étendre son champ d'action. Car la langue française ouvre la porte à une multitude de possibilités. Elle est à la fois notre langue d'échange, d'accueil et de travail. Elle est également expressive et créative. Elle nous inspire et nous porte à travers nos projets, à travers nos ambitions. Permettez-moi d'ailleurs de saluer et de féliciter les lauréats du concours qui contribuent, par leur art et par leur talent, à enrichir et à dynamiser la langue française. À titre de ministre responsable de la langue française, je me réjouis de voir une jeunesse fière de maîtriser notre langue nationale et décidée à la faire vivre. Continuons de chérir et de faire rayonner notre langue française, car si cette langue nous ramène à notre histoire, elle doit aussi nous projeter vers l'avenir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et un bon débat.
Merci. Merci, Monsieur Jolin Barrette. Et enfin, accueillons Madame Danielle Mécan, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec. Madame Mécan. Merci, Madame Guénette. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je veux également saluer Monsieur Simon Jolin Barrette, qui est ministre responsable de la langue française, Monsieur Jutras, Monsieur Deschênes aussi, Madame Cormier, Madame Champagne et aussi Madame Galarneau, Ginette Galarneau, qui est présidente directrice générale de l'Office québécois de la langue française. Je veux également saluer tous les participants au concours et les membres du jury. Alors, je suis très heureuse de vous adresser ces quelques mots pour souhaiter aux participants le meilleur des succès dans cette compétition amicale. C'est un concours d'éloquence en français qui est évidemment organisé par le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie de l'Université de Montréal. Félicitations aux organisateurs, car c'est vraiment une très belle initiative. La réussite en enseignement supérieur, comme pour les autres ordres d'enseignement, repose notamment sur la capacité des étudiants en littératie. Jouer avec la langue, comme le propose ce concours, requiert bien entendu une excellente maîtrise du français. Pour réussir son projet éducatif, un tel niveau de maîtrise, c'est un atout certain, même si ce n'est pas une obligation. Il est donc très agréable de voir ce concours faire la promotion de notre langue d'une façon originale, amusante et ludique. Et au passage, cette activité permet de développer des compétences transversales qui seront utiles tout au long d'une carrière, souvent de manière insoupçonnée. La clarté de nos communications orales est utile dans tous les domaines, tant au travail que dans nos vies personnelles. Une grande maîtrise de la langue apporte la confiance en soi, une aisance pour débattre et argumenter, la clarté des idées et aussi la compréhension des autres. Alors, félicitations aux futurs vainqueurs, mais aussi à tous les participants. Votre participation témoigne de votre talent, de votre intérêt pour les cultures francophones et de votre brillant futur. C'est déjà une victoire en soi. Alors, je vous souhaite une bonne compétition. Merci. Merci beaucoup, Madame Mécan. Voilà, alors les membres du jury, comme vous, sont à distance cette année. C'est donc de leur salon ou de leur bureau qu'ils vont regarder et évaluer les 10 candidats et candidates du concours. À l'exception cependant de la présidente du jury, Madame Marie-France Bazot, qui est ici avec nous à l'Université de Montréal, ainsi que les finalistes, évidemment. Alors voilà, Marie-France Bazot. Marie-France, je vous invite à nous présenter les membres de ce jury et le conseiller linguistique qui est là pour les aider. Merci beaucoup, Françoise. Madame la vice-rectrice, messieurs les recteurs, Madame et Monsieur le ministre, chers invités, chers finalistes, chers publics, fans d'éloquence, je suis très honorée, très heureuse de présider ce jury et de le faire en compagnie de jurés absolument allumés que je vous présente à l'instant. Alors, il y a Madame Thérèse Fortin, une merveilleuse comédienne. Il y a également l'époustouflante rappeuse Sarah May. Monsieur Clément Duhem, ex-délégué général du Québec à Paris et administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie jusqu'en 2015, et Monsieur Javan Abel-Turton, journaliste, champion du monde de débat francophone en 2017. Bonjour, bonne fin d'après-midi tous les quatre. Il y a également, non, je vous présente après, je veux tout d'abord m'adresser à vous et vous demander rapidement à quoi vous attendez-vous? Pourquoi est-ce si important ce genre de rencontre à laquelle nous allons assister cet après-midi? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, le micro. On va y arriver. Puis ce que je disais, c'était que tout ce qui va nous permettre de mettre de l'avant le potentiel, la beauté, l'efficacité, la force de la langue française est une initiative qu'il faut valoriser à tout prix. Et j'ai très hâte d'entendre nos jeunes participants d'aujourd'hui. Sarah B, vous vous attendez à quoi cet après-midi? Je m'attends à tout, en fait. J'ai hâte de découvrir ce que
les participants vont nous livrer. Moi, je fais de la musique en français. C'est une langue que j'affectionne et c'est une langue que j'ai toujours parlé un petit peu partout dans le monde où j'ai pu être. Et de voir la diversité des sujets et des thématiques de chaque participant donne le goût d'écouter ce qui suit. Fait que j'ai très hâte de les entendre. Merci, Javan et Clément. Rapidement, un mot? Oui, je pense... Oh, allez-y, Clément. Non, je t'en prie, vas-y. Ben, comme jeune journaliste, les concours d'art oratoire d'éloquence auxquels j'ai participé ont vraiment contribué à ouvrir ce chemin-là pour moi. Puis je pense vraiment que peu importe vers quelle carrière, vers quel monde les participants vont se diriger, là, ça va être absolument une expérience fabuleuse pour eux. Et Clément? Moi, je trouve que c'est une merveilleuse initiative parce que cette langue française, si on veut la chérir, si on veut justement continuer à parler tous ensemble pour vivre ensemble différents, je trouve que c'est une merveilleuse initiative. Merci beaucoup tous les quatre. On se retrouve tout à l'heure. Je vous présente également le conseiller linguistique du jury qui va nous éclairer au besoin, mais M. Guy Bertrand, qui est le premier conseiller linguistique à Radio-Canada. Alors voilà, je souhaite la meilleure des chances à ces 10 jeunes passionnés qu'on va entendre dans un instant. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci beaucoup Marie-France. Merci évidemment au jury qui auront un travail assez ardu, vous le verrez. Alors, je vous rappelle un peu le contexte et les règles de ce concours d'éloquence qui en est à sa 3e édition. Les finalistes qui avaient soumis leur candidature par vidéo ont été sélectionnés l'automne dernier. Cet hiver, ils et elles ont suivi une série de formations afin de prendre la parole en public, donc pour apprendre ou perfectionner l'argumentaire, la création littéraire, la vivacité du texte, car la plupart n'avaient pas d'expérience en cette matière, vous le comprenez, parce que c'est l'objectif du concours, après tout, que d'offrir aux étudiants et étudiantes de premier cycle une formation en art oratoire qui va les aider à prendre la parole pendant leur vie professionnelle, tout en valorisant la langue française pour le bien général. Alors, fin février, le choix a été très difficile. Il a fallu 2 tours pour choisir les 10 finalistes qui vont s'exprimer devant vous aujourd'hui. D'ailleurs, on remercie toutes les personnes qui ont participé au concours jusqu'ici, des tout débuts jusqu'à la finale. Et vraiment, on peut vous assurer que chacune des candidatures a été examinée à la loupe. Les 10 finalistes ont été accompagnés ensuite par un ou une mentor, diplômé ou employé de l'Université de Montréal. Alors, je remercie bien sûr ces mentors. Merci de votre engagement auprès des jeunes. À cause de la COVID, vous vous en doutez bien, le défi a été particulièrement exigeant cette année. Les ateliers ont dû se dérouler à distance, chacune dans son bout de pays, mais les étudiants et étudiantes ont réussi à passer au travers et à créer vraiment un esprit d'équipe, à s'ajuster jusqu'à la dernière minute pour vous offrir aujourd'hui une finale en mode hybride. Alors, merci beaucoup à vous du public et qui êtes là en si grand nombre, on l'a appris tout à l'heure, pour soutenir les concurrentes et les concurrents. Si vous voulez d'ailleurs clavarder pendant le concours, c'est possible, vous le voyez à l'écran, n'hésitez pas. Le Bureau de la valorisation de la langue française et de la francophonie gazouille en direct d'ailleurs à son compte Twitter avec ce mot-clic dièse délie ta langue. Alors je vous invite à émettre des commentaires et des encouragements. Voilà pour le contexte. Les règles maintenant. Alors chaque finaliste doit présenter une expression française de son choix, en expliquer le sens et l'origine, tout en reliant cette expression à un enjeu social. Et le jury va évaluer les prestations selon 4 critères. Voilà ces critères. La qualité générale de la langue, le contenu, l'argumentaire, l'originalité et la prise de risque, et la présence sur scène. Chaque présentation doit durer 5 minutes. Le jury peut choisir d'ailleurs, parce que les jeunes ont un chronomètre sous les yeux, alors le jury pourra choisir de retirer quelques points aux finalistes qui dépasseraient cette durée prescrite, mais aussi aux concurrents et concurrentes qui feraient un usage intempestif de leurs notes. Autrement dit, moi j'ai le droit à mes notes, mais pas les jeunes. Voilà, c'est comme ça la vie. Voilà, je poursuis. À l'issue de la finale, les 4 grands prix seront remis aux partenaires par les partenaires du Bureau de la valorisation de la langue française et de la francophonie. Le grand prix Antidote de l'éloquence, qui est décerné par Druide Informatique, qui est le partenaire émérite du concours, voilà un prix de 5 000 $. Le deuxième prix qui est offert est un prix de 3 000 $.
Le troisième prix est décerné par TD Assurance, il est de 1 000 $. Et enfin, le prix du public de 500 $ est remis par l'ACFAS, autre partenaire de longue date. Ce sera votre prix puisque vous pourrez voter en ligne tout à l'heure. Alors, restez avec nous jusqu'au moment de ce vote en ligne. Chaque lauréat ou lauréate recevra en plus un logiciel Antidote 10 offert par Druide Informatique. Pendant les délibérations du jury, vous, du public, vous aurez l'occasion aussi de participer à un jeu. De même que les candidates et candidats, ce jeu sera animé par M. André Dorsonance, qui est président et directeur général de Druide Informatique. Et c'est assez difficile, vous le verrez. Préparez-vous. Alors voilà, c'est le moment de passer à ce qu'on attend tous et toutes, la performance des 10 candidats et candidates de l'année. Nous allons les voir et les entendre en 2 blocs. Alors voilà, la toute première candidate sera Laura Colleoni. Laura Colleoni est du département de sciences politiques de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal et elle a choisi l'expression « Revenons à nos moutons ». Laura. J'ai grandi à la campagne, dans un tout petit village, un village discret avec 2 rues et quelques maisons. Alors oui, 2 rues, c'est vraiment peu. Mais au moins, quand on les voit comme ça, perdus au milieu de nulle part, on a une certitude. On est sûr qu'il y a peut-être peu de maisons et peu d'habitants, mais il y a une bonne dizaine de poules, une bonne vingtaine de moutons et une demi-douzaine d'escargots. Sur les tables, le soir de Noël. Alors oui, vous l'avez compris, je suis française. Vous l'aviez sûrement remarqué dès le début, mais je préfère vous le dire au cas où. Mais bon, revenons à nos moutons. Je suis donc née au milieu des champs, avec un destin tout tracé. On raconte que mon histoire est liée à celle de ma mère. Que comme elle, je finirai par tout quitter, par aller à l'université, pour retrouver ma terre natale et ouvrir mon cabinet médical. Alors oui, ça fait rêver. D'ailleurs, je n'oublierai pas de remercier Gérard, Gertrude et tous les autres inconnus qui ont écrit ce beau scénario à ma place. Car oui, cette histoire, c'est pas moi qui l'ai écrite, mais je l'ai découverte très tôt, quand je faisais les courses avec mes parents. On les croisait, ces inconnus. Gérard, Gertrude. Et ils me demandaient ce que je voulais faire plus tard. Alors moi, je répondais actrice, comédienne de renom comme Gérard Depardieu, danseuse étoile comme Rudolf Nureyev, astronaute comme Neil Armstrong, présidente de la République, pas comme Emmanuel Macron, ou prix Nobel de la paix comme Nelson Mandela. Car oui, quand on est une petite fille avec des ambitions, c'est compliqué de choisir parmi les modèles féminins. Mais bon, revenons à nos moutons. Face à mes réponses, les gens avaient toujours une réaction un peu particulière. Oui, enfin bon, revenons à nos moutons. Tu vas faire médecin comme ta maman, pas vrai? Comment ça, revenons à nos moutons? Cette expression vient d'une pièce de théâtre du XVe siècle, La farce de Maître Patelin. Ou pour faire simple, on a un berger qui a vendu un troupeau de moutons à un avocat, mais sans lui donner les bêtes. Il lui a donc volé une belle somme d'argent en détournant un peu la conversation à chaque fois que l'avocat venait lui parler. Il était donc obligé de lui dire « Revenons à nos moutons ». Mais bon, revenons à nos moutons. Moi, je n'ai volé personne. Et je n'ai pas détourné la conversation. Alors, pourquoi utiliser cette expression? Alors qu'on demandait au berger d'aller droit au but, on ne me demande pas d'énoncer clairement mes objectifs, mais de repenser à mon petit village et de redescendre gentiment sur terre. Alors oui, médecin, c'est un beau métier et on en a bien besoin. Alors que bon, actrice ou danseuse, ce n'est pas essentiel. Et astronaute non plus d'ailleurs.
Alors il nous reste prix Nobel de la paix ou présidente de la République. Mais je suis pas sûre de vraiment aimer l'ambiance de l'Élysée. Mais malgré tout ces gens qui nous poussent à nous conformer, à nous rendre utiles, à ne pas gâcher notre vie pour des rêves illusoires, malgré tous ces beaux discours, je ne retournerai pas à mes moutons. Et j'espère que vous non plus d'ailleurs. Alors certes, le monde est incertain. Mais justement, que vous vouliez devenir acteur, ingénieur, médecin ou éleveur de chèvres au milieu de nulle part, peu importe. Mais n'y renoncez pas. Car pourquoi ne pas tenter l'impossible quand l'inimaginable arrive déjà ? Merci beaucoup, Laura. Merci. Nous passons au deuxième candidat, Samuel Ross, de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Alors, Samuel a voulu jouer avec l'expression « aux grands mots, les grands remèdes ». Ai-je le droit de vous parler de racisme systémique, même si je n'ai pas, entre autres, vécu l'horreur des pensionnats d'assimilation autochtone? Ai-je le droit de vous en parler, même si je n'ai pas non plus subi de discrimination, tant dans mon parcours académique que professionnel? C'est difficile à dire, mais ce soir, j'ai la chance d'avoir une plateforme pour passer un message de solidarité. Et pour ce faire, je vais tenter de dresser une analogie entre l'expression « aux grands mots, les grands remèdes » et le problème qu'est le racisme systémique. Donc, aux grands mots, les grands remèdes. C'est une expression qui a une origine assez incertaine, puisqu'elle a été utilisée sous différentes formes, dans différentes langues, et ce, durant plusieurs millénaires. Mais j'ai toutefois trouvé deux formulations assez anciennes qui sont fort intéressantes. La première nous provient d'Hippocrate, un médecin, qui disait que face aux maladies graves, ce sont les traitements d'une rigueur extrême qui ont la meilleure efficacité. Ensuite, c'était Ovide, un poète, qui lui disait qu'il fallait parfois appliquer le fer dans une plaie incurable pour éviter que les membres intacts ne soient gangrénés. On remarque donc l'origine assez médicale du proverbe. Mais est-ce encore ça aujourd'hui? Lorsqu'on regarde le nom comme un mot, d'aux grands mots les grands remèdes, on remarque qu'il ne s'associe plus uniquement à la maladie. En fait, il se définit tout autant par le mal et le malheur. Aujourd'hui, l'expression s'entend par la nécessité d'employer les mesures nécessaires pour éradiquer des problèmes auxquels nous faisons face. Et c'est un peu pour ça que je suis ici ce soir. Parce que notre société est porteuse d'un grand mal, voire même d'une maladie au sens figuré. Un problème qui est central et tentaculaire, qui nuit au fonctionnement du système et à ses organes, qui les rend dysfonctionnels, voire même injustes. Le simple fait d'être debout ici sur un territoire qui n'a jamais été cédé révèle un problème qui est complexe, ancien, mais tout autant d'actualité. Vous comprendrez bien sûr que je parle ici du racisme systémique. L'une des difficultés reliées à la recherche de solutions à ce genre d'enjeu est souvent le détachement. Parfois, c'est qu'on ne se sent pas interpellé par une réalité qui n'est pas la nôtre ou dont on ne connaît même pas l'existence. Je suis moi-même coupable de m'être assis trop longtemps sur ce que je croyais être de la simple chance et de ne rien faire de plus. La chance d'être né au Canada, de me sentir toujours compris, écouté, d'être en mesure de fréquenter le système de santé ou d'éducation sans trop d'embûches. Mais le problème avec cette qualification de chance, c'est que trop souvent, on croit à tort que c'est de l'absence de chance ou de la malchance qui est de l'autre côté, alors qu'en réalité, c'est une injustice. Une injustice qui mérite une prise d'action plutôt qu'un détachement. Donc, je reconnais être chanceux, mais je ne peux plus tolérer l'injustice qui persiste. Parce que le racisme systémique, c'est une violation des droits humains fondamentaux qui dure depuis des siècles. Un droit à l'égalité qui est constamment bafoué. Il n'est pas normal que des individus, en raison de leur origine particulière, soient scrutés à la loupe par les forces policières. Il n'est pas normal que ces mêmes personnes en recherche de soins doivent combattre stéréotypes et préjudices avant de recevoir ce dont ils ont besoin. Il n'est pas normal d'être défavorisé avant même d'apprendre à parler. Il est encore moins normal qu'on soit encore là à en parler. Donc, si la maladie existe encore, qu'en est-il du grand remède? À mon avis, l'une des pistes de solution peut se trouver dans l'interprétation de propos de certains penseurs, comme Benjamin Constant ou Stuart Mill, qui utilisaient le concept de la tyrannie de la majorité pour décrire l'envers de la médaille de la démocratie. Comme quoi, une majorité risquait souvent d'imposer ses valeurs aux minorités qui en devenaient conséquemment les victimes.
Aujourd'hui, le problème ne réside pas nécessairement dans les valeurs, mais plus particulièrement dans l'inaction de cette majorité. Parce que je ne crois pas que vous et moi soyons racistes. Mais comme le temps l'a si bien démontré, ça ne suffit pas. Il faut être antiraciste, actif dans notre combat pour la cause. Parce que lorsqu'un problème est de nature institutionnelle, l'action de la majorité est importante, puisque c'est cette majorité qui possède le pouvoir, mais surtout la responsabilité de faire changer les choses. Il faut donc engager le dialogue, prendre le temps d'écouter l'autre et par solidarité faire de cet enjeu l'une de nos grandes priorités et de cesser de la réduire à de la simple politique. Il faut utiliser le véhicule démocratique non pas pour parler à la place des autres, mais afin d'être certain que leur voix soit entendue. Il faut écouter les recommandations faites par les commissions et organismes, mais il faut enfin les mettre en application. C'est lorsqu'on prendra le temps d'opérer cette remise en question qu'on arrivera enfin à trouver à nos grands mots leur grand remède. Merci Samuel. Nous recevons maintenant, nous allons l'entendre et la voir, Camire Roufia Aïsoub. Camire étudie au département de chimie de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Son expression, « Le soleil brille pour tout le monde ». Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil, voyez-vous, ne fait pas de différence. Il luit partout, d'un continent à l'autre. Il réchauffe toutes les nations et rayonne sur toutes les peaux. Cette expression française remonte à la fin du XVIIIe siècle. Sol lucet omnibus. Si vous voulez bien épargner ma prononciation douteuse, cette traduction latine servirait à proclamer une égalité, toutefois purement théorique, car elle serait restreinte par l'inégalité de fait. Bien avant cela, dans l'Évangile, on retrouve le dicton au sens très contigu « Dieu fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants ». Dieu recommande ici aux chrétiens d'être charitables envers tout le monde, de la même façon. Le soleil brille pour tout le monde. Mensonge, si seulement c'était vrai. Cette boule de feu, sans côté sombre, nous gravitons autour d'elle. Néanmoins, ces faisceaux nous parviennent inégalement, délaissant l'Arctique et les terres australes. Telle est notre réalité. Injuste, au point où nous avons créé des mots et des catégories pour classifier toutes les injustices et discriminations que nous affligeâmes et que nous continuons d'affliger, que nos prédécesseurs ont subi avant nous et que nous subissons. Racisme, sexisme, homophobie, islamophobie. Le soleil brille pour tout le monde. Selon l'explication du Larousse, chacun a droit aux choses que la nature a départies à tous. Je plaide en faveur de l'égalité. Laissez-moi vous verser une goutte d'espoir, vous faire parvenir une lueur au bout de ce tunnel, le tunnel de la vie. On est tous d'un homme et d'une femme et le soleil embrasse notre chair. Cette lumière qui nous accompagne tout au long de notre vie, si seulement elle apparaissait sous toutes les formes, sous forme de lumière de l'esprit, lumière du cœur. Le soleil, lui, pour tout le monde. Ce n'est pas la couleur, une apparence ou un habit qui définit qui nous sommes. Nous sommes bien plus que cela. Imaginons un monde où nous jouirions tous pleinement de nos droits et des mêmes chances sociales. À bas les discriminations autochtones, raciales, religieuses et ethniques. À bas la misogynie, la misandrie et le validisme. Imaginons un monde uni. Ne pouvons-nous pas ouvrir nos esprits et laisser de côté les préjugés? Ou faudrait-il que nous perdions la vue afin que nos cœurs s'ouvrent à l'autre? Avons-nous transformé la grâce de la vue en filtre discriminatoire, une barrière invisible mais presque palpable? Avant même de connaître, que dis-je, d'approcher, nous dédaignons. Maladie du cœur. La peur de l'inconnu nous aurait-elle pervertis au point d'en devenir des êtres répulsifs? Le soleil brille pour tout le monde, que sa lumière est pure. Ils disent société moderne, temps révolutionnaire, et pourtant les enjeux d'antan nous poursuivent aujourd'hui. L'histoire apprise se répète, dissimulée. Atrocité au visage caché. Les Autochtones en paient encore le prix, et les Noirs aussi.
enterrés par milliers, des terres volées, des droits violés, des peuples exterminés. Je ne vous retrace pas l'histoire du passé. Il s'agit de cette année. Nous sommes tous humains, humains, trop humains. Et le soleil brille sur tout le monde. Cette lumière, cette source de lumière, source de vie, source d'espoir. J'aspire à un monde uni. Idéaliste peut-être, mais que voulez-vous? L'espoir fait vivre. Je cherche alors ce soleil. Cherchons-le tous. Oh les cœurs, moi, toi, nous tous et chacun d'entre nous. Citoyens du monde, ayons à cœur cette responsabilité de hausser nos voix, de nous éduquer, d'éduquer autour de soi et d'agir pour un monde meilleur. Merci, merci beaucoup Camille. Nous entendrons maintenant Jean Bardon-Debat. Jean est du département de sciences politiques de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Il s'exprimera sur l'expression « perdre le Nord ». Tenter de ne perdre ni le fil ni la face lorsque l'on souhaite s'exprimer au sujet de la perte du Nord s'avère être délicat. Qui aurait pu croire que cette expression française, apparue au milieu du XVIe siècle, allait traverser les époques jusqu'à être encore utilisée de nos jours? Issue de la période des grandes découvertes, cette expression sous-tend diverses approches que l'on peut transposer à notre temps. Avant même de parler de sa perte, il me semble primordial d'évoquer la possession du Nord. Et oui, parce que si on ne le possède pas, comment pourrions-nous le perdre? Dans le cas d'un explorateur ou d'une exploratrice du XVIe siècle, cela revient à parler de la boussole. Cet instrument de navigation, bien connu de tous, est ce qu'il y a de plus important. C'est l'essence même de l'existence d'un voyage. Petit objet de taille, certes, mais disposant d'une aura indubitablement considérable. Voulez-vous reprendre du début? Ça peut arriver? Avec plaisir. Oui? OK, allez-y. Voilà, Jean. Tenter de ne perdre ni le fil ni la face lorsque l'on souhaite s'exprimer au sujet de la perte du Nord s'avère être délicat. Qui aurait pu croire que cette expression française, apparue au milieu du XVIe siècle, allait traverser les époques jusqu'à être encore utilisée de nos jours? Issue de la période des grandes découvertes, cette expression sous-tend diverses approches que l'on peut transposer à notre temps. Avant même de parler de sa perte, il me semble primordial d'évoquer la possession du Nord. Et oui, parce que si on ne le possède pas, comment pourrions-nous le perdre? Dans le cas d'un explorateur ou d'une exploratrice du XVIe siècle, cela revient à parler de la boussole. Cet instrument de navigation, bien connu de tous, est ce qu'il y a de plus important. C'est l'essence même de l'existence d'un voyage. Petit objet de taille, certes, mais disposant d'une aura indubitablement considérable. Face à l'immensité des océans, confronté à la rencontre houleuse entre le Zéphyr et l'Aquilon, cette petite aiguille détermine si oui ou non l'expédition a des chances d'aboutir. Elle ne garantit en rien l'accomplissement de l'entreprise, mais elle a le mérite de lui en donner la direction. Cette direction, c'est un peu l'histoire de notre vie. On est né et depuis on essaie d'exister. Certains d'entre nous sont partis avec une longueur d'avance, à savoir grandir dans un pays en paix, dans une famille aimante, et n'ayant pas eu à soucier de savoir si on allait manger le soir. Comme l'a dit Maxime Le Forestier, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et pourtant, malgré ces conditions favorables, il n'est pas dit que l'on puisse un jour trouver cette direction, notre direction. Alors bien entendu, il existe des indices, des fragments qui nous permettent de penser que l'on y est arrivé. Ça peut être une passion, des amitiés ou encore un amour. Tant d'éléments qui forgent notre caractère, notre personnalité, et qui nous font évoluer en tant qu'individus. Est-ce que cela suffit pour prétendre connaître notre voie? Je n'en suis pas certain. D'autres n'ont pas eu cette chance de grandir dans un confort matériel, ce qui ne les a pas empêchés de trouver leurs repères, ou du moins de penser les avoir trouvés. Car s'il y a bien une chose dont je suis persuadé, c'est que nous sommes tous égaux dans ce domaine-là. Il y a bien des inégalités dans ce bas monde, je vous l'accorde. Mais lorsqu'il est question de donner un sens à sa vie, cela transcende la dimension purement contraignante de la société dans laquelle nous évoluons et vient plutôt faire appel à la personne que nous sommes. Et puis un jour, un événement se passe
Quelque chose qui pourrait sembler anodin pour une autre personne, mais qui a un effet sur nous. Quelque chose qui pourrait laisser cette autre personne indifférente, mais qui nous affecte. Ce quelque chose qui remet en cause les fondations sur lesquelles nous avons bâti notre réalité. C'est comme si notre boussole interne venait subitement à disparaître. On a beau essayer de se convaincre que ce n'est rien, que ça va passer, il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Je pense, Jean, qu'on va s'arrêter là. Merci. Bravo, vous avez retrouvé le Nord. Voilà, c'est exigeant comme exercice, hein, on le voit. On n'aimerait vraiment pas être à votre place. Alors, bravo. Alors, on va poursuivre et pour conclure ce premier bloc de finalistes, nous accueillons à distance, cette fois, vraiment à distance, Deogracias Endo, actuellement chez elle au Burkina Faso. Deogracias étudie au département de sciences politiques de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal et l'expression qu'elle a choisie, décrocher la lune. Deogracias. Une bougie soufflée, un souhait formulé. Malgré le passage des années, décrocher la lune reste ma plus grande volonté. Les mêmes qui m'ont appris qu'il ne fallait jamais dire jamais sont ceux qui m'ont toujours dit que je n'y arriverai jamais. Le cul entre deux chaises, j'ai essayé de trouver ma place dans un monde où s'entassent dictons et contradictions, dans un monde où conviction change au gré des saisons. Dans cet amas de confusion, je me suis accrochée à cette seule vision. Que les générations futures n'aient pas à souffrir des mêmes blessures dont ont souffert nos aïeux et que nous tentions en vain de guérir pour eux. Peut-être est-ce trop ambitieux ou serait-il peureux? Quoi qu'il en soit, c'est décidé, je vais décrocher la lune. La lune, cet astre si proche de nous et paradoxalement si lointain. La lune qui semble hors de notre portée, mais dont le sol a été foulé. Cette lune m'appelle à me dépasser. Elle nous invite tous à progresser. Alors que ce soit en tentant l'impossible ou en réalisant l'impensable, je décrocherai la lune. Parce que ma simple volonté ne leur semble pas opportune. Pourtant, je me suis toujours contentée de ce qui ne devrait pas être mendié. Et quand même ceci nous est refusé, je m'interdis de garder les bras croisés. Alors je fais porter ma voix pour que chaque voix soit entendue. Je fais porter ma voix pour que chacun obtienne ce qui lui est dû et pour que cette dynamique ne soit jamais rompue. Devrons-nous renoncer face à la moindre difficulté? Face au caractère inimaginable d'un projet? Ou se battre et le décrocher, ce progrès? Je vais vous raconter l'histoire de Kallo, dont le nom signifie lune en bambara. Son histoire, c'est aussi celle de Kamar, de Vanessa, d'Aria et de bien d'autres femmes. Kallo était une jeune fille issue d'une famille modeste. À en croire ses bulletins scolaires, elle avait tout pour réussir. Kallo a toujours été travailleuse. Fille unique de sa fratrie, elle s'est toujours battue pour faire ses preuves. De retour des cours, Kallo retirait sa casquette d'élève pour seconder sa mère. Entre cuisine, ménage, lessive et gardiennage, elle n'avait plus une seconde à elle. Et pourtant, Kallo était pleine d'ambition. Pour sortir sa famille de leurs conditions, elle misait tout sur son éducation. Seulement, pour sa famille, éducation rimait avec sommation. Il ne s'agissait plus d'ambition, non, mais de prétention. Dès que Kallo eut l'âge de se marier, sa famille la livra à ce qui devrait être leur porte d'entrée vers la prospérité. Un riche homme de fois son âge qui s'est avéré être un ivrogne dont le seul langage était celui de la rage. Kallo a été privé de son enfance. Kallo a été dépouillé de son innocence. Kallo, au nom de la réussite, est morte dans la souffrance. Des Kallo, on en retrouve partout.
en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. Au Canada, en 2020, une calo mourait chaque 2 jours. Chaque 2 jours, une calo était conduite à la morgue. Mais trop, c'est trop, trop de calots ont été livrés, trop de calots nous ont quittés, à en croire que le bonheur était trop demandé. Mais bonne nouvelle, je n'ai plus le cul entre 2 chaises. Et que cela ne leur déplaise, j'irai décrocher la lune pour Callot. Et si cela vous sied, décrochons la lune pour toutes les Calots. Callot, excuse-moi, j'aurais aimé être là pour toi. Mais toi, tu n'es plus là, alors je me battrai pour toi. Merci beaucoup, Deo Gracias, et bonjour aux amis burkinabés. Nous ferons maintenant une courte pause pour donner aux membres du jury le temps de revoir leurs notes après ces 5 premières performances. Et j'en profite pour remercier nos partenaires financiers. Tout d'abord, l'Office québécois de la langue française et puis, bien sûr, Druide Informatique, TD Assurance, LACFAS. Alors, merci vraiment à vous tous et nous reprenons très bientôt. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour. Nous reprenons avec le deuxième bloc de finalistes, tout de suite avec Maëlle Pelletier. Maëlle qui étudie au département de psychosociologie et de travail social de l'Université du Québec à Rimouski et qui a choisi l'expression « Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire ». Maëlle. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Chorale qui respire charme le monde pour qu'il s'inspire. Au commencement d'un monde qui veut apprendre à se tenir debout, en tant que pèlerin, je ferais dur de ne pas me commettre à mon voyage. Comme le chante Christian Singer, celui qui a touché ses abîmes et qui a pourtant choisi la vie, met le monde debout. Je dégage un peu de Catherine Dajman de ma mémoire bagage. J'ouvre mes paumes, j'aime et je marche. Je fonctionne comme un homme sine qua non. David Goudreau à son summum. Premier Félix, il le claire et comme il faut à part de ça. Oui, il m'éclaire. Attends. Mais qu'est-ce que je veux, moi, Maëlle? Qu'est-ce que Maëlle veut, moi, je? Tant de gens qui m'inspirent, mais mon cœur ne cesse de gémir. Je vais miser sur l'expression libre. Enivrons-nous. Prenons nos cœurs à 2 mains. Vibre, oui, je t'invite à partir de toutes mes fibres et jusqu'au dernier soupir tiré de mes lèvres rouges. Ni que les clones, ni que les mères, je veux dire, pas seulement avec les semblables. Sans fable, je compte combler les catacombes et faire tomber des tonnes de pommes sur des newtons. Aux nouvelles télédivisées, on diffuse l'information confuse qu'on devrait peut-être masquer un mot pas assez sanitaire de notre vocabulaire. Mais c'est par amour révolutionnaire et non par censure qu'on réussira un tant soit peu à soigner l'histoire des traites négrières. Je veux dire racisme systémique sans le penser systématique, m'aimer assez pour ne pas me sentir menacé quand l'intention est saine, me sentir dans une expression libre. Parce que parfois je me sens comme Blaise de Montluc, l'auteur de cette expression. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Je suis Seigneur Blaise de Montluc, mon cœur soupire est insatisfait, je vis de la déception. Je suis colérique, gaffeur, combattant, sujet et témoin d'une noblesse française qui perd ses lettres. Je deviens page du duc Antoine. Je prends les armes rapidement. La guerre, pas juste une raison de se faire mal. L'ambition est royale face au rival. Vivement une sieste pour les dormeurs du Val. Un soupir pour mon cœur en cavale. De l'Italie au Pays basque, le paysage est galeux, au galop, au goulot de gourde d'eau vide. Oui, je l'imagine, solide, son cœur qui soupire,
car il veut la prochaine conquête, la prochaine concaténation de l'évêque de Condon, ville proche d'où il est né, aîné de 11 frères et sœurs, la pression d'être promesse d'un air de famine ruiné. Mais où s'en va ce texte? Initialement sous forme de cet art oral africain de célébration, j'ai nommé le kassala, racine baobab du slam. Mais là, depuis tout à l'heure, je tombe dans l'interprétation, puis ça parle toujours plus de moi. Impuissant devant le suicide de ma mère, il y a maintenant plus de 12 ans. Depuis ce temps que je tangue entre inspirer et expirer tout le temps, inspirer, expirer, que c'est toute une danse, un tango, duolingo, duo de mon bilinguisme, j'adresse aujourd'hui mes soupirs par l'entremise de ce que je désire, une expression libre à souffler tant qu'il faudra. Mais juste pour moi, maman, juste pour moi. À partir de ce moment, j'arrête enfin de respirer pour deux. J'arrête de soupirer mon cœur à mes dépens afin de laisser aller mon expressivité pour vraiment garder vivante celle qui a décidé de se pendre. Merci Maëlle, merci. Sophie-Catherine Dick, qu'on va voir ensuite, étudie au département de psychologie à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Et son choix s'est arrêté sur l'expression « blanc comme neige ». Blanc comme neige, se dit de celui qui est innocent, se dit de celle qui est sans tache. Blanc comme la neige fraîche recouvrant un pays qui dort encore, là où le jour ne s'est toujours pas levé, mais où cet ancestral manteau blanc scintille déjà. Cette scène évoque des images de paix, de silence, d'innocence. Blanc comme neige est la dérive d'une expression française datant du 14e siècle, blanc comme noix, dont la signification est assez similaire, car noix serait devenu neige. Ceux qui sont blancs comme noix, comme neige, n'ont rien à se reprocher. Selon le dictionnaire Usito de l'Université de Sherbrooke, être blanc comme neige, c'est être sans reproche. Selon le multidictionnaire de la langue française, être blanc comme neige, c'est être innocent. Selon le dictionnaire Larousse, être blanc comme neige, c'est avoir une réputation intacte. Vous vous demandez alors où je m'en vais avec mes skis, à vous parler d'innocence et de la blancheur de la neige. En fait, c'est en m'y enfonçant jusqu'aux genoux que j'ai commencé à réfléchir plus sérieusement. La poudreuse immaculée dans laquelle je m'enlisais n'est pas loin du teint de ma peau, de celui de mes frères et sœurs, de mes parents et grands-parents, et de pratiquement tous ceux qui venaient avant eux. Mais cette peau, blanche comme neige, ne fait pas d'eux, de nous, des innocents. Pendant longtemps, ils ont pensé que la pâleur de leur peau les rendait exempts de tout reproche, qu'il en était de leur devoir de propager leurs bonnes paroles, complexe du sauveur ou white man's burden. Une fois la roue de la soie rompue, il a fallu trouver de nouveaux chemins par où faire couler les profits. Pour sauver leur économie, de braves héros sont partis à l'aventure. Et le reste, c'est de l'histoire. Mais pas tout à fait. Des traités ont été signés, des lois adoptées et abrogées, des réserves créées. Les temps ont bien changé. La nouvelle neige est tombée. Mais les premières traces de ces hommes blancs teintent encore le sol où nous dormons. C'était il y a longtemps, tout ça. Mes ancêtres, j'en suis pas responsable. Ma famille n'a rien à voir avec tout ça. Moi, j'ai rien contre eux. Moi, je suis blanc comme neige. Exactement, blanc comme neige. Et c'est ce qui fait qu'on peut se permettre de croire que ces histoires de génocide et de missionnaires ne sont justement que des histoires. OK, blanc comme neige. Mais je ne suis pas pour autant fait de la même laine que mes ancêtres. Non, probablement pas. Mais qu'ont-ils laissé dans nos bas de laine, au creux de nos familles tissées serrées et nos villages tricotés d'un seul brin? Qu'ont-ils laissé dans nos rues, nos villes, nos églises? Mais surtout, qu'ont-ils laissé dans nos écoles? Abénaki, Algonquin, Atikamekw, Criéyou, Innu, Inuit, Malécite, Mi'kmaq, Kanien'kehá:ka, Naskapi, Huron-Wendat.
J'ai appris le nom des 13 provinces et territoires canadiens au primaire, mais jamais ceux des 11 nations autochtones du Québec. On m'a enseigné les exploits de Christophe Colomb, mais jamais les ravages des pensionnats. Ils m'ont parlé du troc et des récits des premiers colons, mais jamais des conseils de bande, des chefs héréditaires ou de la crise d'Oka. J'ai appris qu'on ne dit ni indien, ni amérindien, plutôt autochtone. Mais jamais pourquoi cette fameuse loi porte encore un tel nom. Loi sur les Indiens. Pendant qu'on parlait de la crise du castor de 1690 et des canons en écorce, pendant qu'on faisait des maquettes de maisons longues et qu'on chantait Annie Cooney, on n'apprenait rien de la réalité des réserves. On n'apprenait rien du trauma intergénérationnel. Comment peut-on prétendre être des familles, des villes, des sociétés modernes et civilisées, alors que la neige enterre encore toute vérité? Alors qu'une couche de givre recouvre ce qu'on nous apprend, scintillant, mais insignifiant, enrobé dans un privilège blanc. Comment peut-on prétendre respecter ces peuples à qui nos ancêtres doivent leur survie alors qu'on ne connaît même pas leur nom? Par où commence la réconciliation, si ce n'est pas par l'éducation? Blanc comme neige, se dit de celui qui est innocent, se dit de celle qui est sans tache. Ah, nous sommes blancs, oui, mais certainement pas comme neige. Merci, merci Sophie Catherine, merci beaucoup. Nous allons maintenant voir et entendre Alexandre Darmam. Alexandre est du département de sciences politiques de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal et son choix semble plein de sagesse. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mesdames, Messieurs, mon discours de ce soir s'articule autour d'une simple question. Mais qu'est-ce que la démocratie? Certains d'entre vous me répondront que la démocratie, c'est une institution, un gouvernement, un parlement, une cour de justice. D'autres me diront que la démocratie, c'est un jour dans l'année, une élection, un simple vote. Enfin, certains d'entre vous me diront peut-être que la démocratie, c'est un ensemble de valeurs, la liberté de déplacement, d'association, de religion, d'expression. Si tout cela représente bien le corps de ce qu'est la démocratie, n'oublions jamais que le cœur de ce régime, c'est vous. Car la démocratie est un phénomène qui s'observe au quotidien. Elle est une accumulation d'actions et de choix issus de chacune de nos vies, de ces décisions à première vue insignifiantes qui s'agrègent pour former le comportement, l'action et l'œuvre d'une nation entière, tels des ruisseaux en somme, qui d'abord minuscules, s'entremêlent et fusionnent au fil de leur descente pour former rivières, torrents et fleuves gigantesques. On dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Cette expression signifie qu'une accumulation de petits éléments finit par donner un important résultat. Je ne vous surprendrai donc peut-être pas si je vous dis que cette expression, issue du jargon français du XVIIe siècle et popularisée par le poète Antoine de Furetière, illustre à la perfection ce qu'est la démocratie. Si pour retracer l'origine des fleuves, il nous faut revenir au ruisseau, je clame que pour retracer l'origine de la démocratie, il nous faut revenir à ces gestes que nous faisons chaque jour. Car c'est dans ces actes anodins que se cache en fait l'essence de la démocratie elle-même. Mais ces décisions qui, entrelacées, forment un torrent inarrêtable, cette force qui guide la démocratie, est aussi sa plus grande faiblesse. Pendant longtemps, comme beaucoup, je pensais que la démocratie était une évidence. Mais ce régime, guidé par la volonté de ceux qui le composent, est en fait un régime extrêmement fragile, si ce n'est le régime le plus difficile à maintenir qu'il soit. La démocratie est une enfant, elle est une flamme dans les ténèbres qui doit être protégée et surveillée à chaque instant. N'oublions jamais que ce ne sont pas nos gouvernements qui protègent la démocratie. Ce n'est pas la police ni l'armée, avec tout le respect que j'ai pour ces institutions.
La démocratie n'est protégée que par le peuple qui la compose. Et ce torrent qu'est notre régime ne disparaît pas en un jour. Pour affaiblir ce titan, il faut couper un à un chacun des ruisseaux qu'il compose. Il faut plier la volonté de chacun de ses citoyens et les retourner contre ce qu'ils protègent. Seuls vous êtes les gardiens de la démocratie. Chacune de vos décisions protège ou condamne un peu plus ce régime. Et alors qu'aujourd'hui, nos jeunes démocraties sont en crise, il est essentiel, plus que jamais, que nous soyons particulièrement attentifs à ces gestes de tous les jours. Pourtant, les discussions s'érodent et laissent place à la violence, à l'opposition et à l'acharnement. Tout cela alors que des forces encore inconnues grondent à l'horizon, que des heures bien sombres sont en chemin. Ne vous détrompez pas. La crise du coronavirus n'est que la première des forces du XXIe siècle qui frapperont l'humanité et mettront en péril le destin de nos démocraties. Pourtant, je reste confiant que l'humanité saura reprendre en main sa destinée. N'oublions jamais que ce sont ces gestes de tous les jours qui assurent le monde de demain. Voter, militer, s'investir, aider, tous vos choix économiques, politiques ou sociaux peuvent sembler invisibles. Mais c'est la répétition de ces riens qui guide la démocratie et forme l'avenir. Pour conclure, je ferai mien les mots du père de la plus vieille démocratie, Périclès, homme d'État athénien qui disait « J'ai plus peur de nos propres erreurs que des plans de nos ennemis ». La démocratie, ce gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, est la conviction de chacun qu'il agit à tout moment dans l'intérêt de soi et des autres. Car comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petites actions font les grandes nations. Merci beaucoup Alexandre. Voilà. Et j'invite Carolinka Drouin. Carolinka est à la faculté de droit de l'Université de Montréal et elle explore l'expression « perdre du terrain ». Depuis la fermeture des frontières, confinés dans notre pays, notre région et jusque dans nos maisons, on a tous eu l'impression de perdre du terrain. Parce qu'avant la pandémie, le monde dans sa totalité nous appartenait. Mais depuis, notre espace de circulation a été réduit à celui d'une personne vivant au 19e siècle. Au sens figuré, l'expression « perdre du terrain » signifie que l'on cesse de maintenir son avantage, qu'on se laisse distancier. À l'origine, cette expression référait au territoire perdu par une armée en retraite. Cette dernière fait alors le point sur ses capacités militaires et le territoire qu'elle contrôle encore. Comparativement, est-ce qu'on a perdu du terrain au Québec avec la pandémie? Je pense que non, et voici pourquoi. En diminuant le temps et les distances, les moyens de transport très rapides ont eu l'effet d'escamoter du monde de ce qui existe entre le point de départ et celui d'arrivée, de compresser l'espace. Toujours plus pressé de se rendre à destination, le territoire survolé en chemin devient banalisé, ignoré, oublié par le voyageur. Avec les voyages en avion et l'Internet, réellement ou virtuellement, on ne cherche à se dépayser qu'à l'étranger. Mais si la beauté est recherchée au moyen du dépaysement, on n'a pas besoin de sortir des frontières pour en trouver. Il y en a déjà beaucoup au Québec. Il suffit de la rendre accessible. On doit redécouvrir nos paysages locaux auxquels on a préféré les contrées lointaines. Et cette redécouverte peut se faire en marchant. En marchant, on matérialise le territoire dans notre esprit, on comble les espaces vides. En marchant, on se rend compte que le territoire est beaucoup plus grand et plus beau qu'on ne le pensait. Pour ma part, j'ai découvert près de chez moi un dédale de sentiers semi-boisés sous les grands pylônes électriques. C'est en faisant des marches que j'ai pu découvrir ces sentiers dont je n'imaginais pas l'existence à Trois-Rivières. Alors, paradoxalement,
la limitation de mes mouvements dus au confinement a élargi mon horizon. Les Québécois et les Canadiens aussi doivent se réapproprier le territoire. Ils doivent le marcher, le voir, le sentir. En Europe, il est possible de traverser plusieurs pays en entier en marchant. Des chemins pour les marcheurs peuvent rejoindre tous les villages et villes d'un pays. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la même chose au Québec? Aménageons des sentiers entre les villes et des promenades dans les villes où les Québécois pourront marcher. La réappropriation de notre territoire national est fondamentale à notre identité comme individu et comme société. C'est par la marche que Gandhi a milité pour libérer l'Inde. C'est par la marche que les voyageurs se ressourcent en allant en Compostelle. La création de sentiers et de promenades, c'est plus qu'une question de qualité de vie. C'est une question d'appartenance à notre pays. En poursuivant un chemin dans les champs ou dans les bois, on médite et on vit au présent. On doit ralentir et apprécier notre environnement immédiat pour apprécier la vie. Ça ne peut être que bénéfique à notre équilibre mental et à la cohésion de notre communauté. La limitation de nos mouvements dus à la pandémie nous a donné l'occasion de mettre un frein à ces passages express du point A jusqu'au point B. Marcher nous permet de redevenir en symbiose avec notre territoire, ce siège de notre nation, et de nous le réapproprier. C'est un premier petit pas pour les promeneurs, mais un grand pas pour améliorer le bien-être public. La pandémie limite nos déplacements, mais on peut aussi saisir cette occasion pour regagner du terrain, pour regagner notre pays en le marchant. Merci. Merci beaucoup, Caroline K. Merci. Et le dernier candidat de cette 3e édition du concours d'éloquence d'élite à langue est Léo Coupal-Lafleur. Léo étudie au département de sociologie de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Et ce qui l'a inspiré, c'est l'expression « être né pour un petit pain ». Être né. Être né année. Être né année après année à négliger nos richesses pour en faire croître d'autres. Perdu sur les interwebs, je tente de me trouver. Je surfe des algorithmes d'extra bacon, je m'étripe W, je divague sur l'annonce du nouveau iPhone à partir de mon vieux iPhone. Mon attention chavire finalement sur l'article d'un jeune entrepreneur québécois. Il nous explique que la province manque de succès à l'américaine, que la croissance est limitée par notre langue et notre maigre population, et que, si c'était à refaire, il s'installerait aux États-Unis. Il se demande finalement si nous sommes condamnés à nous contenter que de peu, et donc si nous sommes condamnés à être nés pour un petit pain. Être né pour un petit pain. Je creuse l'Internet, je descends les années, je remonte le passé, je veux savoir d'où ça vient. Je découvre qu'en 1912, dans une chronique humoristique de La Presse, le personnage fictif du père Ladébauche fait part à son cousin américain que quand on est né pour un petit pain, on n'est pas né pour un gros. Et qu'il croit que la ville de Montréal est née pour un simple biscuit à la mélasse, contrairement à nos voisins du Sud, eux, nés pour un gros pain. À une certaine époque, être né pour un petit pain, ça exprimait la précarité socio-économico-culturelle dans laquelle les Canadiens français évoluaient très peu. L'expression fait notamment écho à la réalité décrite dans les romans du terroir, soit la fatalité d'un destin qui se limite à quelques arpents de terre, à une vie de patates et de pain sec, à une existence enchaînée à l'enchaînement des hivers. Être né pour un petit pain, c'est se limiter à une vie de pauvre. C'est être né dans un environnement modeste, mais c'est surtout s'y résigner. Malgré l'ampleur des changements qui ont marqué le Québec depuis le début du 20e siècle, mes lectures m'ont confirmé qu'être né pour un petit pain est encore une expression bien présente dans nos médias, notamment afin d'illustrer nos moindres moyens, notre carence d'ambition et notre manque de succès à l'image des voisins
états-uniens. Alors si, vraiment, nous manquons de rêves américains dans la réalité québécoise, et donc si la question se pose de savoir si nous devons ou non nous contenter que de peu, je réponds que non, nous ne pouvons nous contenter de peu. Si réellement il s'agit de voir grand, il s'impose maintenant à nous de nous contenter de beaucoup moins. De l'ambition, s'il en manque, c'est pour inverser le monde, à force de vouloir le faire gonfler sans cesse, le petit pain est sur le point d'éclater. Faire croître et surcroître le PIB en biens et services au point où il ne fait plus le bien ni ne rend service. Mais la croissance se fait prier. Il faut que l'on croie. Il faut que l'on croie. Il faut que l'on croie. Nous sommes des milliards de pèlerins à marcher sur l'oxymore du développement durable et de la croissance verte, avec l'impression d'être nés pour la plus grosse maison, la plus belle voiture ou la plus claire piscine creusée dans laquelle le futur se noie à petit feu. Si c'est pas de la petitesse, ça, que de bafouer l'avenir d'un nouveau niais, si c'est pas un petit pain que d'être né pour un Big Mac, si nos existences ne sont pas réduites quand la croissance allonge nos vies, mais qu'on les passe à manquer de temps. Mes ancêtres n'auraient pas dû naître pour un petit pain. Par contre, nous, oui, il s'impose de revenir au monde pour un petit pain grandiose, un moindre pain, peut-être, mais de notre blé, de notre terre et de nos mains, j'aspire à voir grand du haut de ma petite échelle un monde sans besoin de blé plein les poches, où chaque être humain peut en avoir dans le ventre, se nourrir d'avenir et de pain sur la planche. Alors il est temps de décroître pour ne pas léguer la faim à tous les futurs nés. Mettons la main à la pâte pour un suffisant pain, mais de grandes idées. Merci. Merci beaucoup, Léo. Merci. Merci Léo, bonne chance à vous 10 et bonne chance aux 5 membres du jury. Ce ne sera pas facile car vous l'avez vu, voilà des jeunes qui savent parler mais qui savent aussi réfléchir, qui ont des idées et du cœur. Alors voilà, le jury maintenant va commencer ses délibérations dans une salle virtuelle à laquelle nous n'avons pas accès, ni vous ni moi. Et pendant ce temps, une vingtaine de minutes environ, nous avons 2 activités pour vous, où que vous soyez sur la planète. D'abord un vote et ensuite un jeu, et entre les deux, une pause musicale en compagnie de Saramé. Alors, le vote d'abord, puisqu'on y passe tout de suite, vous avez la possibilité de choisir aussi lequel ou laquelle des 10 candidats ou candidates vous avez préféré. Votre vote déterminera à qui ira le prix du public remis par l'ACFAS, soit 500 $. Alors, nous y allons pour les 8 prochaines minutes. C'est le temps de voter. Dans quelques instants, nous allons connaître le nom des lauréats, des lauréates. Nous accueillons tout d'abord Madame Monique Cormier. Voilà, je vous rappelle qu'elle est vice-rectrice associée à la langue française et directrice du Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie de l'Université de Montréal. Et je vous rappelle qu'elle est à l'origine, d'il y a 4 ans déjà, de ce concours d'éloquence. Madame Cormier, c'est à vous. Merci, Madame Guénette. Nous venons d'avoir des preuves qu'en fait, la parole est d'or. Dans quelques minutes, les prix seront connus, mais je peux déjà vous affirmer qu'en maîtrisant mieux le français oral, chaque étudiant et étudiante qui s'est adressé à nous aujourd'hui a gagné en confiance et nous a bien montré que la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est précisément l'objectif du concours d'élite à langue et la raison pour laquelle nous remercions tous ceux et celles qui contribuent à son succès à l'extérieur de l'Université de Montréal comme à l'intérieur. À l'extérieur de l'université d'abord, Mesdames et Messieurs, Ginette Galarneau, présidente directrice générale de l'Office québécois de la langue française, qui a cru au projet et en a appuyé la réalisation. L'animatrice Françoise Guénette,
Les membres du jury, Clément Duhem, Marie-Thérèse Fortin, Javan Abel Turton et Sarah May, sous la présidence de Marie-France Bazot, ainsi que le conseiller linguistique Guy Bertrand. Les partenaires qui offrent de très beaux prix, Druide Informatique, TD Assurance et l'ACFAS. L'Université du Québec à Rimouski, la toute première université partenaire à s'associer à ce concours, en espérant que son exemple sera suivi par d'autres. Enfin, à l'Université de Montréal même, nos remerciements vont au vice-recteur à la planification et à la communication stratégique, M. Jean-François Gaudreau-Desbiens, qui a appuyé efficacement la poursuite de ce concours en pleine période de pandémie. À tout le Bureau des communications et des relations publiques, notamment l'équipe des relations publiques et du protocole, ainsi qu'à la direction des technologies de l'information, sans qui cette activité en mode hybride n'aurait pu se tenir. Aux membres de mon équipe, compétente et fidèle, en particulier à l'indispensable coordonnatrice du concours, Mme Aloane Fan. Et bien sûr, à vous tous et toutes qui, par votre présence et votre participation aujourd'hui à cette grande finale, signifiez votre encouragement à l'égard de la valorisation de la langue française par les jeunes qui ne demandent qu'à mieux la connaître et la maîtriser, à l'écrit comme à l'oral. En votre nom, je les félicite chaleureusement. Merci, merci beaucoup, Madame Cormier. Et maintenant, j'invite M. André Dorsonance, le maître du jeu qu'on vient de voir agir avec tellement d'élégance. Il va s'adresser à vous, M. Dorsonance, qui depuis les tout débuts, en fait, est un ami de ce concours d'éloquence. Alors, merci Françoise, merci beaucoup. Comme je viens de passer une quinzaine de minutes avec vous, je serai exceptionnellement bref. En fait, j'aimerais uniquement profiter de ce moment pour féliciter Monique Cormier et toute son équipe du Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie à l'Université de Montréal pour la tenue d'un événement exceptionnel. Le concours d'élite à langue m'avait déjà vivement impressionné à ses débuts. Il rayonne encore davantage aujourd'hui avec la participation de l'Université du Québec à Rimouski. Bravo Monique pour vos efforts qui encouragent la relève à s'intéresser au grand pouvoir des mots. Vous pouvez compter sur Druide encore une fois l'année prochaine. Et à tous ceux et celles d'entre vous qui ont déjà développé une saine dépendance à Antidote, vous pouvez compter sur Druide pour vous aider à soigner votre langue de la façon la plus riche, la plus intuitive et la plus accessible possible pour de l'éloquence en toutes circonstances. Merci. Voilà, merci beaucoup, M. Dorsonance. Plus ça va, plus je suis nerveuse aussi, parce que c'est le moment, enfin, d'accueillir, d'entendre la présidente du jury, Mme Marie-France Bazot, qui va venir nous donner des questions. Alors, Marie-France, comment ça s'est déroulé, cette séance de jury? Remarquable. On a remarqué, comme membre du jury, une grande variété de styles. On constate que les jeunes, cette année, ont su prendre des risques personnels, aller en eux. C'était assez remarquable de voir ça. Et ils sont également très engagés socialement, très impliqués dans leur société. Ça se voyait à travers leur discours. Alors vraiment, bravo à tous et à toutes. Vous nous avez fait travailler très, très fort. Je pense que le temps qu'on a pris en est la preuve. Et ce sont les membres du jury qui vont maintenant nous dire qui sont ces heureux gagnants-gagnantes. Voilà. Merci beaucoup, Marie-France. Merci beaucoup. Alors, on y va sans plus tarder avec le 4e prix, qui est le premier prix qu'on remet. En fait, c'est le prix du public. C'est le prix que vous avez à la maison déterminé. Je vous rappelle que c'est un montant de 500 $ qui est offert par la CFAS. Voilà, c'est la CFAS. dont elle va ensuite nous dire l'identité, quoi. Sarah May, on vous écoute.
public a choisi la personne que je vais nommer dans quelques instants pour le prix du public à cause de sa performance, à cause de la façon dont elle a livré son texte et du sujet aussi qu'elle a abordé, qui est un sujet, selon moi, audacieux pour ce genre d'exercice. Alors, j'ai l'honneur de décerner le prix du public à une jeune femme qui est présentement en décalage horaire, à Deo Gracias Endo. Félicitations. Bravo! Alors oui, on peut applaudir à distance, donc Deo Gracias Endo, qui est au Burkina Faso, je vous le rappelle. Alors, elle nous voit, elle entend, ses félicitations. Bravo encore une fois. Alors, on va tout de suite enchaîner. Merci Saramé d'avoir divulgué son nom. On voit, alors elle est très joyeuse, elle est entourée d'amis ou de famille. Bravo, félicitations. Voilà, et on continue avec le troisième prix du concours et qui consiste en un montant de 1 000 $, montant remis par TD Assurance. Et j'invite sans plus tarder Javan Abel Thornton à nous décrire en quelques mots, voilà, les raisons pour lesquelles cette personne a été choisie. Javan. Donc, on parle d'une personne, un candidat ou une candidate dont on a remarqué un grand humanisme, un texte vibrant, une très forte utilisation des métaphores tout au long du texte, et tout cela à l'intérieur d'un texte très bien structuré. J'ai donc l'honneur de remettre le troisième prix du jury à Camire Roufia Aïssoub. Ah, bravo! Bravo! Camire, voilà, Camire s'approche, donc elle est félicitée directement, un peu plus, sans qu'on se touche bien sûr par M. Bazot, Mme Bazot et M. d'Orsonnance. Alors, félicitations Camire, vraiment, c'est remarquable. Alors voilà, on continue. C'est un peu spécial de faire ça en mode, hein, vous le savez, là vous êtes à la maison, on aimerait les embrasser, leur toucher, les féliciter, leur donner directement les cadeaux et tout ça. Ce n'est pas possible, cette année du moins. Alors voilà, on poursuit avec le deuxième prix du concours d'éloquence d'Élie ta langue, un montant de 3 000 $ cette fois. Et voilà, 3 000 $, c'est quand même pas rien. Et j'invite Mme Marie-Thérèse Fortin à nous révéler les grandes qualités de la performance de cette personne-là. Oui, alors la personne qui se mérite ce prix nous a impressionnés par son argumentaire très puissant, la déclinaison de la thématique avec des métaphores et une utilisation même poétique de la thématique. Sa présentation faisait preuve aussi d'une grande authenticité et d'une force de conviction remarquable. Et cette personne est Sophie Catherine. Voilà, Sophie Catherine. Voilà, bravo. Félicitations à Sophie Catherine. Félicitations encore une fois. Et nous allons terminer avec la remise du Grand Prix Antidote de l'éloquence remis par notre partenaire émérite, M. d'Orsonnance, donc de Druide Informatique. Voilà, le Grand Prix s'annonce. 5 000 $. Et j'invite à distance M. Clément Duhem, membre aussi du jury, à faire l'éloge peut-être du gagnant ou de la gagnante de cette troisième édition du concours d'éloquence d'Élie ta langue. M. Duhem. Merci. Effectivement, la personne que le jury a choisie à l'unanimité nous a vraiment impressionnés. Si le français a besoin de preuves d'amour, je pense que la personne qui va gagner justement nous a prouvé d'une façon magnifique cette manière de magnifier notre langue française. L'intelligence aussi, la grande intelligence de l'expression et de la réflexion, plaire, émouvoir et convaincre, voilà, c'est le thème. C'est Léo Coupal-Lafleur, être né pour un petit pain, avec les félicitations du jury. Alors, voilà, bravo à Léo Coupal-Lafleur, voilà qui est le grand gagnant cette année de cette troisième édition du concours d'éloquence d'Élie ta langue. Voilà, merci M. Duhem pour l'avoir nommé. Et puis, nous poursuivons, voilà. Merci M. Duhem, merci Mme Bazot, merci M. d'Orsonnance, tout le monde s'en va. Merci bien sûr aux courageux candidats et candidates qui se sont prêtés à un exercice très exigeant.
Il est important de remercier également tous les partenaires qui ont rendu l'événement possible encore une fois. Et ce concours, Monique Cormier vous le disait tout à l'heure, il existe grâce vraiment à la contribution financière de l'Office québécois de la langue française, grâce au programme Le français au cœur de nos ambitions. D'autres partenaires, vous les avez vus, permettent la remise des prix. Je pense à Druide Informatique, je pense à TD Assurance et à l'ACFAS. Merci aux membres du jury, aux conseillers linguistiques, M. Bertrand, aussi aux mentors qui ont accompagné les finissants, les finalistes durant le dernier mois. J'aimerais remercier particulièrement Mme Cormier, parce que c'est elle qui a eu l'idée de ce concours il y a déjà 4 ans, ainsi que Loan Fan, qui en a encore une fois coordonné toutes les étapes, vraiment, des relations avec les candidats à la logistique très compliquée de cette finale en mode hybride, sans oublier toute l'équipe du Bureau de valorisation de la langue française de l'Université de Montréal. Donc, un travail impressionnant. Merci également à toutes les équipes du Bureau des communications et des relations publiques, ainsi que des technologies de l'information de l'Université de Montréal, sans qui cette finale-là, évidemment, aurait été impossible. Il y avait énormément de défis techniques à relever. On espère qu'on l'a fait tous ensemble en équipe à votre satisfaction. Et finalement, bien sûr, merci à vous du public d'avoir suivi virtuellement, où que vous soyez, du Maroc, du Burkina Faso, d'Italie, de Turquie, d'avoir suivi partout dans la francophonie, donc d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Les finalistes, évidemment, sont là devant vous dans une salle malheureusement vide. Si vous étiez là, vous pourriez les saluer. N'hésitez pas à le faire par les médias sociaux, en vous adressant ou bien par le mot Twitter d'Élie ta langue ou par le Bureau de valorisation du français de l'Université de Montréal. Je vous encourage à le faire, bien sûr, à rester avec nous pour la prochaine édition. Félicitations aux gagnantes cette année et je vous donne rendez-vous l'an prochain pour une 4e édition en présence cette fois, mais avec vous virtuellement, on le souhaite. 4e édition donc de ce concours d'éloquence d'Élie ta langue. Bonne fin de soirée à vous tous.